En 1926, à bord d'un navire voguant dans l'Arctique, une femme capture un instant saisissant. Un ours polaire gisant, vaincu. À ses côtés, le visage de la lady reste de marbre, contrastant avec une audace vestimentaire pour l'époque. Un pantalon et un fusil, symbole d'une rébellion pleinement assumée. Louise Arner Boyd, figure emblématique, s'affranchit des sentiers battus pour tracer sa propre légende. Elle autofinance ses propres expéditions, elle est la maîtresse incontestée de son propre destin, elle forge son propre chemin. L'ours qu'elle a terrassé rejoindra 29 de ses congénères, sans oublier 2 cétacés, des prix qui réduisent en poussière l'idée reçue d'une prétendue fragilité féminine. Autant d'images percutantes qui brisent les idées reçues et confirment l'aptitude des femmes à s'illustrer dans des domaines soi-disant réservés aux hommes. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit captivant de cette reine de l'Arctique, figure emblématique qui a métamorphosé la photographie polaire tout en contribuant à sa représentation visuelle. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. À l'aube du XXe siècle, les métropoles occidentales sont secouées par une vague politique montante. Les suffragettes. Ces figures pionnières, artisanes d'une citoyenneté pleine et entière, ont osé réclamer le droit de vote. Des personnalités marquantes telles qu'Elizabeth Cady Stanton aux États-Unis et Emmeline Pankhurst en Grande-Bretagne ont porté une idée subversive pour l'époque. Les femmes ont des devoirs envers elles-mêmes, et pas seulement envers leurs maris, leurs enfants ou leur foyer. Elles sont libres de définir leur parcours, de donner forme à leur aspiration et de prendre leur avenir en main. Un droit inhérent à leur existence. Ce discours politique résonne avec une force particulière dans le cœur des femmes aspirant à de nouveaux horizons. Leur frustration grandissante témoigne d'un sentiment qui entrave sans cesse leur épanouissement, tant sur le plan intellectuel que physique. Les suffragettes ont métamorphosé ce sentiment d'impasse en un vibrant plaidoyer politique. La Grande Guerre, conflit européen de 1914 à 1918, allait paradoxalement encourager l'essor du féminisme. Pendant que les hommes sont au combat, les femmes, elles, prennent d'assaut les usines, les bureaux et les hôpitaux. Elles prouvent, avec audace, qu'elles peuvent conquérir des territoires longtemps interdits par les préjugés.
Alors, quand la guerre prit fin, l'exclusion des femmes de la sphère citoyenne, elle, devint intenable. C'est ainsi que prit forme le Reform Act britannique de 1918, qui permit à une partie de la population féminine de se rendre aux urnes. Une brèche, timide, certes, mais une faille irréversible dans le monopole masculin du pouvoir. Dès lors, les États-Unis et d'autres nations s'engagent à leur tour sur cette voie dès les années 1920. C'est ce bouleversement politique qui alimente la vision des femmes et façonne leurs ambitions en Arctique. Cependant, un ingrédient essentiel reste indispensable, l'autonomie financière. Car sans financement, pas de vaisseau, et sans cette logistique, l'autonomie n'est qu'une illusion. C'est donc ici que surgit celle qui va redéfinir à jamais la photographie polaire. La presse l'a couronnée reine de l'Arctique. En 1887, Louise Arner Boyd voit le jour au sein d'une famille californienne fortunée de San Rafael. Bâtissant sa fortune pendant la fièvre de l'or en Californie, son père amasse des richesses considérables qu'il injecta ensuite dans des entreprises diversifiées, dont la Boyd Investment Company. L'éducation que Louise reçoit à l'abri de regards ne lui ouvre qu'une seule perspective, celle d'un mariage prestigieux. En d'autres termes, elle est vouée à devenir une society wife, l'incarnation par excellence d'une épouse mondaine, dévouée aux actions caritatives, aux événements de prestige et au maintien implacable de l'image familiale. Une existence douillette, mais fondamentalement étriquée, prisonnière de cette fameuse cage dorée qu'est la vie bourgeoise. Ainsi, Louise évolue dans cet environnement dont le futur est raisonnablement anticipable. Mais une succession de drames familiaux aussi soudains qu'impensables va métamorphoser radicalement son existence. Dans un premier temps, le destin frappe sa famille de plein fouet en fauchant ses deux frères, l'un à 26 ans, puis l'autre à 20. Louise se retrouve donc l'unique survivante de sa fratrie. Cette situation implique une responsabilité immense, prendre en charge, seule, ses parents âgés et malades pendant de longues années. Cette phase de son existence aurait pu la figer à jamais dans le carcan du rôle féminin conventionnel, celui de la fille dévouée sacrifiant sa prime jeunesse sur l'autel du soin parental. Pourtant, de façon assez surprenante, elle lui ouvre également une porte inattendue. Plutôt que de se conformer aux attentes de la bourgeoisie en matière de mariage, Louise choisit très tôt de s'investir dans la Boyd Investment Company, l'entreprise familiale fondée par son père. Elle y acquiert une expertise en administration financière, en stratégie de décision et en gestion d'entreprises à grande échelle. Elle finit même par s'imposer peu à peu à sa tête, s'arrogeant une influence qui tranche radicalement avec le rôle de potiche dorée dévolu à une épouse de la haute société. Et puis, le destin bascule. Louise affiche fièrement ses 32 printemps et l'inéluctable deuil parental s'annonce. En 6 mois à peine, le destin lui arrache ses 2 parents. Sa mère d'abord en 1919, puis son père en 1920. Un coup du sort qui la propulse seule héritière de l'intégralité du patrimoine familial. À savoir, le manoir familial, les placements et les biens immobiliers. En d'autres termes, une manne financière apparemment sans limite. Ce tournant signe une rupture radicale dans son parcours. Dégagée de toute entrave familiale, ni mari, ni enfant, ni parents à charge et aucun frère pour surveiller l'héritage, elle se découvre enfin libre de réinventer son existence. Son indépendance financière, son statut de célibataire et l'absence de toute contrainte font d'elle une femme libre de toute entrave, une exception surprenante pour son temps. Alors, comment apprivoiser cette liberté qui surgit sans prévenir ?
Louise aurait pu se laisser bercer par une existence dorée, rythmée par des voyages somptueux à travers l'Europe, des activités philanthropiques en vue à San Francisco. Et rien d'étonnant à cela, nombre d'héritières fortunées de sa trempe optent pour cette trajectoire. Mais Louise, elle, aspire à une quête plus profonde, une vocation qui transcenderait son quotidien. C'est donc vers le nord qu'elle décide de s'orienter. Car Louise Arner Boyd, à l'instar de ses contemporaines, voyait dans les contrées nordiques un Eldorado, une échappatoire rêvée à une existence trop confinée, à milieu des ambiances feutrées, des carcans sociaux et du jugement omniprésent de la société, épiant le moindre de ses faits et gestes. Louise incarne cette génération de femmes audacieuses qui ont délibérément opté pour une vie libre de toute contrainte, s'ouvrant ainsi des portes que le mariage conventionnel leur aurait irrémédiablement fermées. Elle mobilise donc sa fortune pour, selon ses propres mots, rompre les amarres avec le passé et s'inventer une existence taillée sur mesure à travers l'exploration. L'argent se meut en un véritable sésame pour son autonomie, lui offrant la possibilité de façonner son existence par elle-même. Cette formulation fait écho aux revendications des suffragettes en faveur de l'émancipation féminine. De ce fait, son nom entre dans la légende comme celui d'une pionnière, l'une des premières femmes à prendre les rênes, voire à incarner le leadership de ses propres explorations. Elle trace sa propre voie, définit ses propres objectifs et établit ses propres priorités en toute autonomie. C'est ce qui l'a conduit à piloter 7 expéditions arctiques entre 1926 et 1941. Louise Arner Boyd, dès sa toute première aventure exploratoire en 1926, s'équipe d'emblée d'un appareil photo. Il est bon de se souvenir que Louise n'a jamais suivi de cursus universitaire en photographie. Cependant, son rôle au sein de l'expédition s'avère capital, car à cette époque, les femmes se servent de ce médium pour justifier leur participation à des sphères traditionnellement réservées aux hommes. Il faut dire que dès les années 20, les études supérieures se sont grandement ouvertes aux femmes, même si des disparités flagrantes subsistent. Elles adoptent les outils contemporains, la photographie par exemple, non comme de simples distractions, mais comme de réels leviers de crédibilité scientifique. C'est donc dans cet esprit que Louise Arner Boyd s'empare de son appareil photo, pour s'imposer avec une crédibilité incontestable dans l'univers très masculin de l'exploration scientifique polaire. De toutes les images capturées lors de cette expédition inaugurale de 1926, une se distingue tout particulièrement. Une photographie saisissante révèle Louise Arner Boyd, impassible à bord de son navire, un ours polaire abattu, pendu derrière elle. L'ours s'impose de toute la hauteur de l'image. Sa tête, la langue pendante et inerte, est attachée à une corde qui tend sa colonne vertébrale, le maintenant artificiellement droit. Ses pattes arrière effleurent la surface du pont, tandis que ses gigantesques pattes avant enlacent le buste de Louise Arner Boyd, esquissant une étreinte un peu macabre. Quant à Louise, elle se dresse face à cette montagne de fourrure blanche immaculée. Elle porte un bonnet foncé, un manteau épais et, point essentiel, un pantalon glissé dans ses bottes d'exploration. Dans ses mains, un fusil de chasse pointé vers le ciel, la pose emblématique du chasseur triomphant, immortalisant sa prise. Son visage affiche une sérénité presque dénuée d'émotion.
Son sourire n'est pas forcé, elle ne cherche pas à projeter une image artificiellement mignonne ou conventionnellement féminine. Elle affiche le sérieux et l'autorité d'un chasseur chevronné. Il faut bien l'admettre, cette photographie résonne avec force des aspirations d'une femme exploratrice de cette époque. Avant toute chose, il est bon de se souvenir que depuis le 19e siècle, l'ours polaire incarne le trophée suprême, symbole de la domination sur une nature perçue comme sauvage et par conséquent foncièrement menaçante. Tuer un ours polaire, c'est donc pour le chasseur une façon d'exhiber sa bravoure, son habileté au maniement des armes et son aptitude à défier la mort. Un geste profondément ancré dans les stéréotypes de genre, traditionnellement l'apanage des hommes en quête d'une affirmation de leur virilité. Louise Arner Boyd, bien que femme, avait déjà goûté aux sensations de la chasse. C'est donc animée par une soif d'aventure et de découverte qu'elle s'est lancée dans sa première exploration arctique. À son tour, elle aspire à traquer l'ours polaire et à immortaliser ses prises de chasse à travers une série de clichés. Elle ne se contente pas d'une prouesse athlétique de plus, elle s'attache à démontrer qu'une femme peut exceller là où, prétendument, seuls les hommes seraient compétents. Son ambition, c'est de pulvériser, par l'image, le mythe de la prétendue fragilité féminine et prouver que les femmes sont capables d'affronter les mêmes périls, d'endurer les mêmes épreuves physiques et de maîtriser le même savoir technique que les hommes. Au final, Louise signe un tableau de chasse impressionnant dès sa première expédition en 1926, avec pas moins de 29 ours et 2 baleines à son actif. Ce chiffre est proprement stupéfiant. Il pulvérise les scores de la majorité des compétiteurs masculins. Et au milieu de ces 31 récompenses, trône l'ours de cette photographie. De toute évidence, ce cliché rejoint une galerie déjà bien fournie de portraits de chasseurs exhibant fièrement leur prise. Depuis le 19e siècle, une constante photographique immortalise les explorateurs. Un trophée animal, lion d'Afrique, tigre d'Asie, ours polaire arctique et le chasseur posant fièrement à ses côtés. Un genre photographique ritualisé, une mise en scène où l'homme blanc prouve sa virilité, son courage, sa suprématie sur une nature qu'il dompte. Mais dès qu'une femme s'expose dans un registre photographique similaire, la donne change du tout au tout. Cette photographie se transforme en manifeste personnel, clamant haut et fort la capacité de Louise Arner Boyd en tant que femme à défier et vaincre le seigneur incontesté de l'Arctique. Non pas une simple spectatrice à mettre à l'abri, mais une prédatrice aguerrie. Mais au-delà de l'ours, un autre élément saute aux yeux dans ce cliché. Un détail absolument essentiel, l'exhibition du pantalon. Louise Arner Boyd a immortalisé son passage en portant ce pantalon. Un vêtement qui, dans le tourbillon des années 20 et 30, était tout, sauf un détail insignifiant. En effet, durant l'entre-deux-guerres, le port du pantalon féminin reste un acte largement prohibé dans la majorité des nations occidentales. Prenons l'exemple de la France, où, comble de l'archaïsme, une ordonnance de 1800 proscrit encore le port du pantalon pour les femmes, à moins d'un laissez-passer exceptionnel délivré par la préfecture. Bien que son abrogation officielle n'intervienne qu'en 2013, cette loi absurde est dans les faits déjà lettre morte depuis les années 70. La situation aux États-Unis ne procure guère plus de réjouissance. Le pantalon féminin, symbole subversif, continue de hanter l'imaginaire d'une société patriarcale, évoquant les suffragettes rebelles, les figures androgynes et les affinités lesbiennes. Pour une femme de la bourgeoisie, oser le pantalon en public, c'est s'exposer aux moqueries, se voir refuser l'entrée des restaurants et être banni des cercles respectables. Ainsi, l'audace de s'afficher en pantalon pour une femme incarnait une transgression revendiquée. Il s'agissait de s'affranchir des carcans physiques, de rejeter les diktats vestimentaires qui interdisent de s'aventurer hors des murs du foyer. Arborer un pantalon, c'est affirmer haut et fort que le corps féminin est une propriété strictement personnelle et non une possession extérieure.
Et sur ce cliché, Louise Arner Boyd s'affiche en pantalon, juché sur de solides bottes, des chaussures taillées pour l'aventure, loin des fragiles ballerines de salon. Son choix s'est porté sur un manteau utilitaire et non sur une robe sophistiquée. Elle affiche clairement son intention de voyager pour agir et non se contenter d'être une spectatrice passive des paysages polaires. Cependant, gardons à l'esprit l'élément absolument incontournable de cette photographie. Avec nos yeux d'aujourd'hui, on pourrait aisément se méprendre et croire que l'ours est le sujet principal de l'image. Mais en vérité, c'est bien Louise Arner Boyd elle-même, aventurière intrépide, briseuse de codes en pantalon et chasseuse d'ours redoutable, qui capture notre propre regard et occupe le devant de la scène. C'est elle qui a la main sur l'arme. L'objectif la désigne incontestablement comme point central de la scène. Et sa position révèle bien au-delà des apparences la place qu'occupaient réellement les exploratrices à cette époque. Louise Arner Boyd a elle-même pris position sur cette question lors d'un entretien accordé au New York Times en 1938. J'aime les choses agréables que la plupart des femmes apprécient, même si je porte des culottes et des bottes lors d'une expédition et même si je dors parfois avec. Je n'ai aucune sympathie pour les femmes masculines. En mer, je ne me soucie pas de mes mains, sauf pour les empêcher de geler. Mais je me poudre le nez avant de monter sur le pont. Quelle que soit la rudesse de la mer, il n'y a aucune raison pour qu'une femme ne puisse pas mener une vie rude tout en restant féminine. Cette déclaration a de quoi nous surprendre aujourd'hui. Un tel rejet des femmes masculines et cette injonction à se poudrer le nez, même face à une tempête arctique. Cette déclaration cristallise à merveille ce que l'on pourrait appeler une féminité sous condition, une féminité négociée. Louise est constamment sommée de réaffirmer sa féminité selon les canons de son temps, et ce, même lorsqu'elle défie les éléments à la proue d'un navire entouré d'un équipage exclusivement masculin. En effet, c'est en épousant ces codes qu'elle garantit l'accueil favorable que son travail mérite auprès du public. Malgré les éloges de la presse américaine pour ses exploits, notamment le fait qu'elle ait effectivement abattu ces ours polaires, Louise sait que cette reconnaissance est fragile. Ce fil conducteur, c'est cette focalisation obstinée sur son identité féminine, éclipsant presque systématiquement ses prouesses scientifiques et son esprit d'exploration relégué au second plan. En d'autres termes, l'intérêt médiatique de ce cliché aurait été nul si Louise ne s'était pas affichée triomphalement aux côtés de l'ours, revendiquant clairement son rôle de femme chasseur. Condamner cette information en légende de la photographie, c'était vouer son œuvre à l'oubli éternel dans les dédales des archives papier poussiéreuses. Louise est parfaitement au fait qu'elle doit orchestrer cette représentation genrée avec finesse et stratégie. Ces écarts vestimentaires doivent être immédiatement contrebalancés par une réhabilitation publique et incessante de sa féminité, ainsi que par un rejet sans équivoque des femmes qu'elle juge masculines. Louise et ses consoeurs se livrent à une lutte de chaque instant pour imposer leur voix, faire valoir leurs travaux et prouver, cliché à l'appui, qu'elles peuvent rivaliser d'endurance avec leurs homologues masculins. Le moindre écart perçu vers une attitude masculine pourrait ruiner la crédibilité de leurs initiatives. Des entreprises florissantes, pilotées avec une compétence égale, voire supérieure à celle de leurs homologues masculins, mais dont la légitimité est sans cesse remise en question, simplement parce qu'elles sont dirigées par des femmes. Dès sa deuxième expédition, Louise Arner Boyd tourne le dos à ce tourisme perçu comme sans but, au parfum d'aristocratie, voire de luxe. Son ambition, c'est désormais de troquer son statut d'exploratrice du dimanche contre celui d'une personnalité scientifique de notre époque. Elle aspire à apporter, par la photographie, une contribution scientifique qui gagnerait à être reconnue à sa juste valeur par les institutions universitaires. Et pour y parvenir, elle a puisé sans compter dans sa fortune personnelle, s'équipant des appareils photographiques les plus haut de gamme du marché.
Lassée de la simple esthétique, elle aspire désormais à maîtriser la photogrammétrie. Cette technique scientifique pointue qui transforme des images rigoureusement ordonnées en cartes topographiques avec une précision inégalée. Dès lors, elle entreprend de consigner la fonte des glaciers groenlandais, immortalisant les mêmes reliefs de glaciers à différentes périodes de l'année afin d'établir des points de comparaison scientifique probants. Son expertise englobe la triangulation photographique, l'exploitation de plaques grand format et les techniques précises des objectifs pour une correction optimale des distorsions. Son œuvre rivalise désormais avec la maîtrise technique des plus grands noms masculins de son temps. Forte de cette expérience, Louise s'affranchit dès 1931 et se lance dans ses propres explorations scientifiques. Elle chapeaute et dirige sur place des équipes de scientifiques exclusivement masculines, composées entre autres de géologues, de botanistes et de cartographes. Elle s'impose comme pionnière en photogrammétrie, participant à l'élaboration de cartes topographiques officielles pour le compte de l'American Geographical Society. Elle pose ainsi les jalons d'une véritable révolution visuelle de l'Arctique, transformant la photographie d'un simple outil d'illustration en un instrument de recherche scientifique à part entière. Louise l'affirme de sa propre plume. Son ambition est de dévoiler la beauté de la région et son importance scientifique. On obtiendra ainsi des ouvrages magnifiques, illustrés avec soin et diffusés par de grandes maisons d'édition, présentés comme des recueils, je cite, de portraits paysagers de l'Arctique. À juste titre, ces photographies sont d'une beauté saisissante. Le spectacle y est grandiose, les glaciers sont majestueux, les fjords sont d'une beauté saisissante et les icebergs monumentaux sont d'une splendeur à couper le souffle. Un visuel qui allie beauté et prouesse technique. Mais l'œuvre photographique révolutionnaire de Louise Arner Boyd, aussi méticuleuse et sublime soit-elle, n'est cependant pas dépourvue d'imperfections. En immortalisant cette beauté arctique dite pure, Louise s'approprie par son objectif une forme d'autorité symbolique sur ce qu'elle contemple, un véritable regard impérial. Autrement dit, la simple détention de l'appareil, l'acte de sélectionner un sujet, de déterminer ce qui entre ou sort du champ visuel, instaure une dynamique de pouvoir asymétrique. Elle s'arroge le droit exclusif de définir l'Arctique, ses priorités et la vérité de ses territoires. Et cette vérité, c'est une esthétique du sublime qui efface méthodiquement toute trace d'une industrialisation croissante sur le territoire. Cette vision fait abstraction du quotidien bien réel des populations locales, les enfermant dans une représentation prétendument primitive ou préservée de toute modernité. Ce recul nous amène à une conclusion implacable. L'Arctique de Louise Arner Boyd se révèle étonnamment vierge, dénué de toute empreinte humaine, historique ou politique. Un écrin de beauté géologique à l'état pur, offert à la contemplation et à l'étude scientifique occidentale. En fait, l'histoire de Louise est pétrie par un héritage issu de l'élite coloniale blanche, où privilèges raciaux et richesses financières lui ont dessiné un chemin tout tracé. D'où sa conviction que l'Arctique représente un terrain de jeu où le genre se performe en tant que pouvoir colonial, redessinant ainsi les contours entre la femme blanche civilisée et le sauvage à soumettre. Silke Replug, historienne du social et du culturel, décrypte ces photographies comme l'expression d'un consensus normalisateur autour d'une innocence privilégiée. Lorsque l'exploratrice dépeint ses expéditions comme de pures quêtes personnelles au service de la science, à l'intention totalement désintéressée, elle occulte, d'une certaine manière, sa participation engagée dans une colonisation de l'Arctique. Et la réalité est là. Louise n'affronte pas seule l'immensité sauvage.
elle s'appuie sur l'héritage colonial, notamment les infrastructures telles que les navires de pêche et les réseaux de transport, mis en place par les anciennes puissances européennes. Elle s'appuie également sur des guides et des équipes locales, dont le travail essentiel reste pourtant hors champ de son travail photographique. Elle métamorphose ainsi ses confins arctiques en de simples terrains d'aventure pour l'Occident. Et c'est dans cet espace prétendument vide que s'épanouissent son développement personnel et son essor scientifique, omettant ainsi la structure coloniale dont son épanouissement personnel dépend entièrement. Ça y est, vous comprenez. Voilà ce que recouvre la notion d'innocence privilégiée. Et cela a engendré de véritables bouleversements sur l'échiquier géopolitique. L'exemple le plus frappant remonte à 1933, lorsque le gouvernement danois, alors puissance coloniale sur le Groenland, a honoré l'exploratrice en baptisant une partie du territoire côtier du Groenland oriental Miss Boyd Land. Mais n'allez pas croire pour autant qu'il s'agit d'une simple distinction honorifique. En réalité, cette reconnaissance met surtout en lumière le rôle de ces photographies. Dès lors qu'un territoire est capturé par l'objectif, mis en carte et baptisé selon les rites de la science européenne, les puissances coloniales s'en emparent. Ainsi, saisir une terre en photographie, selon les normes scientifiques occidentales, représente un premier acte de mainmise symbolique et institutionnelle par l'Occident. Et cette approche éclipse les savoirs géographiques ancestraux des peuples autochtones, leurs techniques de navigation, leurs cartes orales, leur intelligence spatiale du territoire, au profit d'une cartographie occidentale et d'une toponymie européenne, à l'image du nom Miss Boyd Land, revendiqué comme l'unique boussole fiable pour cartographier le monde. En s'investissant dans cette vaste entreprise de cartographie photographique, Louise Arner Boyd, même sans le savoir, a permis la dominance occidentale sur des territoires considérés à tort comme vacants, alors qu'ils étaient en réalité habités et maîtrisés depuis des millénaires par les peuples autochtones. C'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale que l'attitude impérialiste et nationaliste de Louise Arner Boyd éclate au grand jour. Désormais exploratrice indépendante, son expertise stratégique est reconnue par le gouvernement américain, qui l'intègre au service de la défense. L'idée principale était d'exploiter l'expertise de Boyd en matière polaire, au profit des opérations de défense nationale pendant toute la durée du conflit. C'est donc dès 1941 que Boyd se retrouve au cœur des missions stratégiques au Groenland, où elle est chargée de percer le mystère des anomalies affectant les communications radio transatlantiques vitales entre les États-Unis et l'Europe. Forte de cette expérience, elle apporte son soutien au gouvernement pour repérer les lieux idéaux pour l'aménagement de terrains d'aviation, en particulier à York Harbor, sur l'île de Baffin. C'est ainsi qu'entre 1942 et 1943, elle rejoint officiellement les rangs de la division du renseignement militaire du département de la guerre en tant que consultante. La Seconde Guerre mondiale à peine achevée, Louise Arner Boyd s'attelle à la publication de l'un de ses ouvrages majeurs, The Coast of Northeast Greenland. Elle y relate ses explorations hydrographiques et ses travaux de cartographie menés à la veille du conflit. Dans un texte rédigé en 1950, elle minimisait elle-même l'importance de ses explorations des années 30, les jugeant modestes au regard de l'essor spectaculaire de la recherche scientifique en Arctique après 1945. Elle clamait pourtant sa fierté d'avoir tracé le chemin. Puis, en 1955, Louise Arner Boyd, mise à l'écart des expéditions, se lance dans un vol singulier qui engloutira une part considérable de sa fortune personnelle, celui qui la propulsera au sommet, faisant d'elle la toute première femme au monde à survoler le pôle Nord.
Son parcours atypique, sans cursus universitaire conventionnel, n'a pas empêché la reconnaissance de son apport scientifique, salué par des doctorats honorifiques de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université de l'Alaska. Aujourd'hui encore, ces milliers de clichés et ces relevés topographiques constituent un socle de données scientifiques exceptionnelles pour appréhender le recul des glaciers et les mutations climatiques. Disparue en 1972, elle lègue un héritage archiviste colossal, aujourd'hui précieusement conservé au sein de différentes institutions nationales américaines. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si toi, chère auditrice, tu as aimé cette plongée dans la vie de Louise Arner-Boyd, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les sources de cet épisode. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.